Pareil qu'ils vont mettre un impôt sur les nains, dis donc. Pareil que si on fait moins d'1m60, paf, 10%. Monsieur Bouvard et moi faisons partie d'une catégorie d'individus. On veut se goinfrer. Eh ben, j'ai une histoire. J'ai reçu la photo d'une vieille, elle me mettait bien, mon chéri, je t'attends à 5h. Alors je suis arrivé, elle était déjà morte. Mais moi, des fois, il suffit que je regarde un truc, je le fais bouger. Et qui voyons-nous sur la glace? Cette silhouette mince et avec un peu d'air sous le ventre, Bouvard. Soirée spéciale en hommage à Philippe Bouvard. Vincent Perrault. Hier matin, lancement de la grille de rentrée de RTL. Céline Landreau présentait son premier RTL Matin en tant que nouvelle titulaire et elle était loin de se douter que dès 9h, elle devrait lancer une édition spéciale pour rendre hommage à un des plus prestigieux représentants de votre radio RTL. 1 heure plus tôt, chez lui, à Cannes, Philippe Bouvard se retirait discrètement et paisiblement après 96 années d'une existence intense, foisonnante, exigeante et joyeuse, ayant construit une carrière d'une exceptionnelle longévité. À partir du milieu des années 60 sur Radio Luxembourg, qui allait très rapidement devenir RTL, ce bourreau de travail aura créé de nombreuses émissions cultes, dont RTL Non-Stop et évidemment les incontournables grosses têtes qu'il a animées durant 37 années presque consécutives. À ses côtés, moi j'ai eu le bonheur de faire partie des sociétaires des grosses têtes durant 21 ans, jusqu'à sa dernière, le 23 juin 2014. Je ne suis pas prêt d'oublier cette date, croyez-moi. C'était l'année de ses 84 ans. Qui dit mieux? Mais le mot retraite ne faisant pas partie de son vocabulaire, vous avez continué à l'écouter régulièrement sur RTL. Cette collaboration quasi quotidienne durant tant d'années a créé entre lui et moi des liens indéfectibles de complicité puis d'amitié. C'est pourquoi je n'aurais laissé à personne d'autre le soin de vous présenter cette soirée hommage sur RTL. Alors durant 2 heures, nous allons évoquer ensemble un Philippe Bouvard plus intime peut-être, parfois méconnu à travers les joyeux souvenirs de personnalités nombreuses, des amis que vous connaissez bien sûr. Depuis hier matin, vous, auditeurs de RTL, vous avez témoigné en nombre sur l'antenne et je vous propose de continuer à le faire ce soir, si vous le souhaitez, en appelant Julia au standard dès maintenant au 3210. 1929. 2026, c'est l'histoire passionnante d'un autodidacte, un cancre à l'école devenu premier de sa classe dans ses diverses entreprises journalistiques, radiophoniques, télévisuelles et littéraires. Exigeant autant des autres que de lui-même, avec un goût exacerbé pour la langue française, le jeu, les belles autos, la rigolade entre amis, pour le plus grand plaisir des auditeurs de RTL, c'était Philippe Bouvard. C'est-à-dire que j'avais un extraordinaire patron, celui du Figaro, qui s'appelait Pierre Brisson, et qui m'avait dit « soyez méchants ». Bon. Ce que d'ailleurs, par la suite, mes employeurs m'ont souvent dit, est-ce que je considère comme une grâce d'État dans un système où le patron dit généralement à ses employés « soyez gentils avec la clientèle ». Avouez que c'était le comble. Ah oui, un caractère, un sacré caractère pour dire un tempérament, Philippe. Alors il y a un certain nombre de légendes urbaines, évidemment, qui parlaient parfois d'une certaine méchanceté, et il y était pour quelque chose, vous l'avez entendu dans cet extrait, il l'a bien cherché. On le disait même parfois tyrannique avec ses équipes. Non, de mauvaise foi, ah ça oui, parfois. Perfectionniste, ultra exigeant, ça c'est certain. Alors comment le petit Philippe est-il devenu le grand Bouvard? Eh bien, je vais d'abord poser cette question à quelqu'un que vous connaissez bien sur RTL, c'est notre astrologue maison, Christine Haas. Bonsoir Christine. Bonsoir Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous et je voulais vous poser cette question parce que connaissant Philippe qui, il ne s'en cachait pas, était athée, enfin agnostique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ne croyait pas grand-chose aux choses du ciel, j'ai été très surpris d'apprendre qu'un jour, il vous a demandé d'étudier son thème astral. Alors ça... Oui, ça peut surprendre quand on sait qu'il détestait les astrologues. C'était pas du tout. Oui, oui. J'ai certains confrères, consoeurs qui en ont fait les frais. Mais nous avions eu une connexion lors d'un dîner RTL grâce au chocolat. Ah, ça c'est une de ses grandes passions, un de ses points faibles. Oui, c'est la mienne aussi. Donc, vous l'avez eu par le chocolat. Je l'ai eu par le chocolat, voilà.
Voilà, exactement. Et puis par la suite, eh bien, il m'a invité chaque fois que je sortais mes livres de l'année, sur les 12 signes. Et donc, il m'invitait en fin d'année dans les grosses têtes, et je constatais avec stupeur qu'il avait lu les 12 livres. Ah bon, bah ça ne m'étonne pas. Ah non, c'est pas le genre de la maison. Il y avait des post-it au milieu de chacun des livres, et il essayait de me coincer, de me montrer que j'avais été en contradiction avec moi-même. Voilà. Le côté cynique, taquin dont on parlait. Très malicieux. Oui. Et alors, Christine, quand vous avez donc étudié son thème astral, en quelques mots, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu Philippe Bouvard? Est-ce que c'était flagrant dans son thème? Oui, quand on fait de l'astropsychologie comme je le fais, on comprend, je veux dire, du premier coup d'œil, qu'en fait, je veux dire, il avait le choix de devenir Philippe Bouvard, ou alors de subir et de ne jamais se développer comme il l'a fait. André Dussolier a très bien raconté son enfance tout à l'heure, enfance douloureuse, pas facile quand même, très douloureuse, dont il aurait pu ne jamais se remettre en fait. Mais c'était un Sagittaire ascendant Balance. Donc, ce sont vraiment deux signes extrêmement joyeux, de nature, et qui ont le goût de la vie. Ah oui. Et une curiosité incroyable, je suppose. Alors, évidemment, ce qu'on voit tout de suite dans son thème, c'est cette curiosité. Mais il y a aussi la place occupée par la question de la valeur. La valeur que l'on possède, celle que l'on se donne, et celle que les autres vous donnent, vous reconnaissent. Donc, il ne lui suffisait pas de réussir, d'après son thème. Il lui fallait produire, gagner, accumuler les preuves concrètes de sa réussite. L'argent n'était probablement pas seulement destiné à lui procurer du confort. Il constituait une mesure, presque un certificat de valeur personnelle. Et oui, faute d'avoir eu le certificat d'études et le bac, c'était un autre certificat en l'occurrence. Il a commencé sa vie par une double dépossession. D'abord, évidemment, son père qui quitte sa mère, en emportant les bijoux de famille. C'est violent, oui. Donc, ça représente précisément l'angoisse de perte, le problème qu'il a avec l'argent, et on comprend que gagner sa vie ait pu signifier beaucoup plus pour lui que s'enrichir. Et il a voulu montrer que... C'était reprendre ce qui lui avait été retiré, ne plus jamais dépendre de personne et devenir suffisamment puissant pour que nul ne puisse à nouveau le dépouiller de sa place. Et tout est lié, l'argent, la valeur, la place. Et avec de temps en temps le plaisir de faire un peu peur pour ne pas être si facilement accessible. Alors Christine, restez avec nous. Un invité qui vient de nous rejoindre, journaliste, écrivain, patron de chaîne et à une certaine période directeur des programmes d'RTL, c'est Yves Bigot. Bonsoir Yves. Bonsoir Vincent, bonsoir Christine. Bonsoir Yves. Merci Yves d'être avec nous. Je voulais vous demander, puisque nous parlons ce soir du Philippe Bouvard intime, je voulais savoir quelle avait été votre position de directeur des programmes vis-à-vis de Philippe Bouvard. Est-ce que c'était facile de l'approcher, de bosser avec lui et parfois de lui dire certaines choses qui pouvaient peut-être être délicates, non ? Alors l'approcher, oui, c'est assez facile. Bon, j'avais rencontré Philippe avant d'arriver à RTL quand j'étais à la direction des programmes de France 2. C'était Michel Cotta qui me l'avait présenté en me disant mon copain Bouvard s'emmerde, il aimerait refaire de la télé, est-ce que tu peux lui trouver quelque chose? Et donc on avait fait une émission pendant tout un été qui s'appelait Bouvard des succès. Et je pense que ça lui avait fait très plaisir. Donc on se connaissait un peu, mais sans plus quand je suis arrivé à RTL quelques années plus tard. Et au début, quand je suis arrivé, il était très suspicieux parce qu'il redoutait que je ne programme des disques de rock anglais dans les grosses têtes et que donc ça soit en contradiction avec les goûts de son public et avec ses auditeurs bien aimés. Alors il a été très rapidement rassuré, heureusement, mais ensuite vous avez dû évidemment avoir des liens de patron à entre guillemets employé tout de même avec lui.
Oui, bien sûr. Alors moi, j'essaie surtout de faire coach, hein, Vincent, vous le savez, puisque vous aussi. Hein, oui, vous en j'y suis passé. Voilà. Et donc, voilà, d'avoir, d'essayer d'effacer un peu la hiérarchie, justement, dans la relation. Philippe, en fait, je pense que je suis entré dans ses bonnes grâces, j'ai gagné ses faveurs. Lors d'un jour où on avait déplacé toute l'antenne de RTL à Bruxelles, c'était pour la sortie du film de Danny Boone, et puis les gens de Bell RTL à Bruxelles étaient venus rue Bayard, eux, faire leurs émissions à Paris. Je me souviens. Et donc dans le Thalys, évidemment, tout seigneur, tout honneur, j'étais allé m'asseoir auprès de Philippe, parce que c'était une occasion justement de l'écouter, de savoir ce qu'il pensait, voilà, de ce dont il avait besoin. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrive à le faire marrer pour décoincer quelque chose. Et à un moment, il me dit, écoutez, puisque vous venez de nombreuses années à la télévision, est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe désormais à FR3? Il disait FR3 toujours, hein, c'était France 3. Et là, ne sachant pas trop quoi lui répondre, parce que moi j'étais à France 2, je lui raconte en fait la blague que racontaient les gens de France 2 sur ceux de France 3, parce que vous le savez, il y a toujours des petites rivalités, parce qu'on était ensemble à l'intérieur de France Télévisions. Je lui dis, ça s'appelle la 3 parce qu'il faut 3 personnes pour faire le boulot d'un. Et là, ça lui a tellement plu. Alors il a explosé de rire. Tout le wagon s'est retourné. il a bondi comme un ressort sur son siège avec ce rire célèbre que nous connaissons et que nous aimions tous. C'est ça, puis c'est cet esprit français qu'il incarnait. Hein. Oui. Et à partir de là, on a eu une très très bonne relation parce que je l'avais fait marrer, donc il trouvait que je faisais partie de son club, et j'ai eu toujours des très très bonnes à partir de là, hein, vraiment relations professionnelles. On n'a jamais eu de soucis. Quelquefois, il m'a demandé ceci, cela. Bon, évidemment, c'est Philippe Bouvard. Hein. Eh ben oui. Je veux dire, donc rien n'était trop beau pour lui à RTL. Évidemment, c'était la big star, évidemment, le roi, un des rois d'RTL. Une dernière question, Yves. À la période où vous étiez directeur des programmes et où vous travailliez avec Philippe, il n'était pas encore question de la fin des grosses têtes, mais est-ce que ça n'était pas la période où il fallait peut-être quand même un peu y penser? L'âge commençait à monter un peu tout de même, hein. Oui, bien sûr. Et puis c'était, l'audience de RTL, elle tenait avant tout sur les grosses têtes, sur la matinale d'info aussi. Mais les grosses têtes, c'est ce qui faisait qu'RTL était la radio de France numéro 1. Vous vous souvenez du slogan? Bien sûr. Première radio de France. Voilà, exactement. Et quand je suis arrivé à RTL, tout de suite, Gerhard Seiler, qui était le grand patron du groupe RTL pour l'Europe, un Autrichien, a demandé à Christopher Baldelli, qui était mon directeur général, qui m'avait engagé, est-ce que je peux voir Yves en tête-à-tête pendant 1 heure? Bon, ok. Il me donne rendez-vous à 7h du matin à M6, là où vous êtes... à l'autrichienne. Maintenant, exactement. Voilà, donc alors moi, c'est pas mon horaire préféré. Moi, j'ai plutôt un côté Georges Lang. Mais j'arrive et il me dit voilà, je voulais vous voir. En fait, je vais vous poser une question concernant Philippe Bouvard, et puis après, vous me raconterez comment c'était la télévision en Belgique, puisque j'avais dirigé la RTBF, donc la chaîne publique belge francophone, dont le concurrent est RTL TVI, donc il dirigeait lui aussi comme tout le groupe. Et donc j'arrive, on m'a pas encore servi mon expresso en intraveineuse, que il me dit, est-ce que vous savez ce que vous faites si jamais Philippe Bouvard doit s'arrêter demain matin? Je lui réponds oui. Et là, il me dit, bon alors, c'était comment la télé en Belgique? Donc, ça, 1 minute, question-réponse, quoi. Exactement, et je savais, parce que évidemment, c'était une question dont on avait déjà discuté avec Christopher, donc on avait déjà un plan B qui a été déroulé d'ailleurs plus tard, un peu après mon départ. Enfin, le premier, d'abord, on a fait venir Stéphane Bern, mais qui faisait la tranche de midi, pour avoir quelqu'un qui puisse prendre le relais au cas où
immédiatement, du jour au lendemain. Et puis, on avait dans l'idée ensuite de faire venir Laurent Ruquier. Voilà, oui. Et heureusement, ça a quand même... mercato d'été. Voilà, ça a duré heureusement quelques années supplémentaires, et tant mieux pour Philippe, bien sûr. Merci beaucoup de ces souvenirs, mon cher Yves. Merci Yves Bigot. Très bonne soirée et à très bientôt sur RTL. Vincent Perrault, jusqu'à 23h. RTL rend hommage à Philippe Bouvard. Et pour lui rendre hommage, des amis, des invités, Christine Haas qui reste avec nous, Yves Bigot à l'instant. Et puis, vous savez que Philippe Bouvard était quelqu'un avec un tempérament assez orgueilleux, bien sûr, qui n'aimait pas trop se confier, qui n'aimait pas confier ses faiblesses. Et quelle n'a pas été ma stupéfaction en écoutant certaines interviews qu'il donnait à celle qu'il appelait son confesseur préféré ou sa confesseur préférée, en l'occurrence Mireille Dumas. Bonsoir Mireille Dumas, merci d'être avec nous. Bonsoir Vincent. Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur RTL ce soir, Mireille. Et j'aimerais vous demander si vous avez un souvenir particulier de ces nombreuses interviews que vous avez réalisées avec Philippe et où, il me semble, il vous a souvent fait des confessions, dit des choses qu'il ne disait pas aux autres. Je me suis toujours demandé pourquoi. Moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'avoir quelques entretiens très très sincères, mais toujours ponctués évidemment de drôleries, d'espiègleries. Et au milieu de tout ça, et surtout je pense au dernier entretien qu'il m'a donné en 2018, d'ailleurs où il me disait qu'il ne m'aurait pas parlé de la même manière des années auparavant. Oui, bien sûr. Et ce qui m'a frappé, c'est cet homme que beaucoup enviaient quand même pour son trajet professionnel en particulier, ses réussites et tout, me disait tout ce qu'il avait raté. Et ça, c'était... Alors ça c'est assez stupéfiant. Oui. Lui qui, il faut quand même bien le dire, aimait parler de ses réussites, aimait aussi qu'on lui en parle. Avec vous, il vous dit, j'aurais aimé apprendre à faire la cuisine, je l'ai pas fait. J'aurais aimé jouer du piano, je l'ai pas fait. J'aurais aimé apprendre des langues étrangères, je ne l'ai pas fait. C'était stupéfiant de voir à quel point il se confiait à vous. Oui, et surtout, moi, ce qui m'est resté toujours, c'est, on parle beaucoup justement de sa relation au travail. C'était un boulimique de travail. Il produisait énormément de choses, que ce soit à la radio, à la télévision, dans l'écriture. Et en fait, il parlait aussi de cette obsession de la mort. Il travaillait énormément, évidemment, parce que on l'a déjà dit, il avait manqué pendant son enfance et il avait toujours peur de manquer. Toujours, donc il avait très peur évidemment d'être au chômage, de ne plus avoir de travail, lui qui en avait tant, mais surtout, c'était une façon de fuir la mort qu'il redoutait. Et il redoutait la mort, il en parlait beaucoup, comme moi là, la première fois où il m'a parlé de la guerre, j'ai été aussi très très étonnée parce qu'il ne parlait pas de son enfance aussi, de petits juifs qui se cachaient dans les maisons, et qui étaient cachés pour échapper à la Gestapo. Et quand il m'en a parlé la première fois sur un des plateaux de Vie privée, Vie publique, c'est vrai que j'ai été bousculée par finalement ces souffrances enfouies, et cette pudeur qu'il avait sur il n'aimait pas parler de lui. Mais alors quand il en parlait, alors moi, cet homme, ça avait très très mal commencé entre nous, je dois vous dire, Vincent. Il était venu, je l'avais interviewé des années auparavant avec Jean-Yann, son grand copain Jean-Yann. J'avais fait dans Vie privée, Vie publique une émission sur le jeu. Donc il était venu parler du jeu, de son addiction au jeu, du fait qu'il s'était fait interdire dans les casinos, etc. Et à la fin de l'émission, avec Jean-Yann, je les avais interviewés tous les deux. Et c'est vrai que pendant l'entretien, ou à la fin de l'entretien, j'ai dit à Philippe et à Jean-Yann d'ailleurs, j'ai dit mais je n'ai jamais rencontré des hommes aussi machistes et misogynes que vous. Oula. Oh, Philippe, il était piqué au vif et ça a commencé comme ça. C'est qu'en fait, on a commencé même à se disputer et ça lui a tellement plu qu'après, on a une véritable relation qui s'est nouée quand il écrivait un livre. Enfin, il venait faire mes émissions toujours. Et il m'a même,
le savez bien, puisque je vous ai rencontré, il m'a invité aux grosses têtes et ça l'amusait énormément de me faire venir aux grosses têtes, alors que c'était pas du tout, moi, mon univers. Votre environnement de prédilection. Non, j'étais un petit peu mal à l'aise et tout. Et il m'appelait, il me disait, Mireille, venez, vous me manquez, venez. C'était tellement amusant. Et c'est quelqu'un qui est aussi paradoxalement que ça puisse paraître, qui pouvait irriter, être agaçant et très attachant en même temps. Une espèce de tendresse s'est développée comme ça, de façon un peu surprenante entre nous. Et un grand cœur derrière cette armure, hein, mine de rien. Évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Allô, oui, Mireille, nous vous écoutons. Oui. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. J'ai l'impression que ça s'est arrêté. Oui, c'est quelqu'un. En fait, vous savez, je pense qu'à un moment donné, comme tous les êtres qui se font, qui peuvent se faire détester, parce que il est allé loin avec certains. Eh bien, je pense qu'à un moment donné aussi, il avait envie d'être aimé. Eh oui. Vous voyez, mais il ne le disait pas. Surtout pas. Non. On ne s'épanche pas, surtout, quand on est Philippe Bouvard. Bien sûr, on ne dit rien. Merci beaucoup, chère Mireille, de nous avoir consacré ces instants pour nous raconter votre Philippe Bouvard. À bientôt, Mireille Dumas. À bientôt, Vincent. Vincent Perrault, jusqu'à 23h. RTL rend hommage à Philippe Bouvard. Et j'ai l'impression, Christine Haas, que vous n'avez pas manqué une parole de ce que vient de dire Mireille Dumas, ce qui corrobore complètement ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le personnage. Alors, en conclusion, comment vous pourriez justement définir cette opiniâtreté incroyable ? Celui qui, il faut bien le dire, avec une mémoire exceptionnelle, ne lâchait rien. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas toujours facile de bosser avec lui quand même. Une détermination extrêmement forte. Alors peut-être qu'il est devenu Philippe Bouvard parce qu'il a transformer ces blessures d'enfant, cette blessure de dépossession en formidable appétit de possession dans tous les domaines. Posséder de l'argent, des objets, une audience, une émission. Des collections. Surtout sa place. Et je lui ai demandé, quand on avait parlé, je lui ai dit, mais dans votre thème, il y a une notion de danger, que vous aimez le danger. Et il m'avait dit, c'est quand je joue que je me mets en danger. Ah oui, au casino, derrière une table de roulette. Oui. Et c'est vrai que derrière chaque joueur, il y a un grand traumatisme. Oui. Et en conclusion, Christine, j'ai quand même très envie de vous demander comment il a reçu l'analyse que vous avez faite de lui, parce que comme le disait Mireille, il n'aimait quand même pas se confier, pas trop dire les choses les plus profondes. Il ne s'est pas confié du tout. Il a écouté, moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé et il me répondait pas et bon, j'étais de plus en plus gênée parce que quand même, quand on analyse un thème, on est dans l'intimité de la personne, vraiment au plus profond. Mais bon, il avait un petit sourire, il était puis toujours ce regard très malicieux. Oui, et ses petits yeux comme ça. Voilà, et alors du coup, est-ce que vous avez continué à manger du chocolat ensemble Écoutez, j'aime toujours le chocolat et je suppose que lui, il l'a aimé jusqu'à ces derniers jours. Et moi, pareil d'ailleurs. Oui, alors à un moment donné, sur la fin, son entourage, parce que moi, quand j'allais le voir et que j'allais déjeuner avec lui ou à Paris, rue Saint-Ferdinand, dans son hôtel particulier ou dans sa maison à Cannes, j'arrivais toujours avec une boîte de chocolat. C'était la moindre des choses parce que qu'est-ce que vous voulez il avait une marque préférée. Surtout, qu'est-ce que vous voulez offrir à Philippe Bouvard ? Vous savez pas quoi lui offrir. C'est très compliqué. Je me disais, du chocolat, je suis sûr de lui faire plaisir. Et puis à un moment donné, avec son régime, parce qu'il avait pris un peu de kilos, son entourage et son épouse Colette me disaient, Vincent, pas de chocolat. Alors du coup, j'étais très embêté, je savais plus, et j'étais très ennuyé d'arriver les mains vides et sans chocolat parce qu'il attendait la boîte de chocolat et de temps en temps je le faisais en douce et il la planquait dans son bureau pour pouvoir en manger derrière le dos de tout le monde et de son entourage. Oui. Quelle personnalité quand même. Oui, mais c'est très intéressant de voir que, justement, comme je disais, de ces blessures, il a fait une force. Et est-ce qu'on a tous cette capacité ? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Parce que, beaucoup d'enfants ont eu des enfances, beaucoup de gens ont eu des enfances épouvantables aussi. Et certains ne s'en sont pas remis, et d'autres. Voilà, qui est résilient, qui ne l'est pas.
Oui. Christine, merci beaucoup. Restez avec nous, évidemment, vous êtes chez vous, vous connaissez bien le studio, vous êtes la bienvenue. Alors, avec Mireille Dumas, il y a un petit instant, nous parlions de piano. Et ça, j'avoue, vous ne pouviez pas imaginer que Philippe Bouvard aurait rêvé d'être un grand pianiste. Et comme il me l'avait dit, il m'a dit « Oh, vous savez, avec mes petits doigts boudinés, j'ai aucune chance. » Bon, donc il était quand même extrêmement lucide. Mais il vénérait les grands pianistes. Il n'aimait pas énormément et ne connaissait pas très très bien la musique, surtout la chanson et la variété. Il était très dur avec les chanteuses en particulier, et il n'aimait quasiment que les chanteurs qui étaient compositeurs de leurs chansons, et particulièrement des pianistes comme Gilbert Bécaud, et puis également comme un autre Gilbert. Tenez, écoutez juste avant de l'avoir avec nous au téléphone. À tous ceux qui veulent un café, levez la main s'il vous plaît. 5. Benoît, tu lèves la main ou tu bailles? Quoi Corinne? Tu veux un déca avec un peu de lait? Ah ouais. Tu veux pas une paille non plus? Non mais elle est hors sol. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Carte Noire, le deuxième est à moins 60%. Et c'est sur toute la marque Carte Noire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 6 septembre, sur le moins cher des deux. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonsoir mon Vincent. Bonsoir Gilbert, très merci d'être avec nous. Très touché d'être avec vous et avec toi, voilà, par entremise. Est-ce que tu savais cette admiration que Philippe Bouvard, qui n'aimait, redisons-le, pas énormément la musique, qui n'en écoutait pas beaucoup, cette admiration qu'il avait pour toi et qu'il a eue dès le début, dès ta première chanson? Écoute, il faut que je vous raconte ma version, parce que c'est vrai que Philippe, il était assez insaisissable. La première télé que j'ai faite, c'était avec lui, avec The Fool. C'était samedi soir. Et c'est vrai que il y a pas longtemps, j'ai réécouté ce document, et vraiment, c'était plein de tendresse, finalement, comment il m'a présenté et tout ça. Oui. Maintenant, après, il y avait le côté aussi RTL non-stop, l'après-midi, ça s'appelait comme ça, et là, il avait un truc extraordinaire, Philippe, c'est qu'il était, c'est un truc infaillible, c'est que il te posait une question, t'es arrivé au quart de la réponse, et bang, il t'en relançait une autre, qui était complètement déstabilisant, surtout pour moi qui commençait. Je comprends ce que je veux dire, qui commençait. Eh oui. Mais il se trouve que, au fil des années, s'est installé entre nous quelque chose de vraiment très agréable. C'est-à-dire que, et c'est vrai, finalement, maintenant que tu parles de ça, il y avait un respect mutuel. Enfin, moi, je le respectais énormément pour sa carrière, pour tout ce qu'il faisait, pour tout ce qu'il représentait. Bien sûr. Et je sentais que dans sa voix, le truc, il va me poser un quart de question, puis il va me faire tomber parce qu'il va m'en poser une autre. Il le faisait plus. Ça, c'était bien. Peut-être que ça venait de moi aussi, que je m'affirmais un peu plus, j'en sais rien. Mais c'était un plaisir. Et puis, les derniers temps, je l'ai appelé 4-5 fois, parce que ça me faisait plaisir. Et ce qui était un peu difficile pour nous deux, c'est que, tu le sais très bien, il entendait de moins en moins. Oui, oui. Ouais. Donc j'avais vraiment beaucoup de problèmes à communiquer avec lui, mais ça me faisait plaisir d'entendre sa voix. Et moi, j'aime admirer. Donc je l'admirais. Et ça me suffisait. Par contre, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est quand il me semble-t-il, oui, je pense pas que je dis n'importe quoi, c'est Dis-moi. Quand il a commencé à dire en télé que ça lui a fait beaucoup de peine à lui, qu'on lui ait dit que peut-être fallait qu'il se retire pour les oui, avec l'âge oui, forcément, ouais, l'insatiable, le boulimique ne pouvait pas la retraite ne faisait pas partie de son vocabulaire. Voilà, il faut expliquer au public la souffrance aussi qu'on peut ressentir dans des cas comme ça. Christine, il n'aimait pas perdre. Bah oui. Et oui. Bonjour Christine. Bonjour. Bien sûr qu'il n'aimait pas perdre, mais là son cœur parlait. Moi, je l'ai entendu là, et là, j'ai compris que je voyais un autre Philippe que je ne connaissais peut-être pas très bien. Et c'est vrai que j'étais pas un proche. J'aurais pu faire un peu d'effort pour l'être, mais c'était quelqu'un qui a beaucoup marqué, évidemment, ma vie professionnelle. Et je suis ravi d'avoir pu le connaître, comme
je voudrais quand même vous dire que j'ai appris il y a 1 heure la mort de Dolly Parton. Eh oui. Qui m'a vraiment fait beaucoup de peine aussi. Vraiment. Oui. Parce que c'est une fille de la country music. Les Français connaissent même pas le fait que c'est elle qui a fait I Will Always Love You. Eh oui, la chanson de Whitney Houston. Notamment. Oui, et écoutez la musique de Dolly Parton. Vraiment. Ok. Mais, en tout cas, Gilbert, Bouvard, tu nous disais que tu avais beaucoup d'admiration pour Philippe Bouvard. Ouais. Je tenais à ce que tu saches ce soir qu'il en avait beaucoup pour toi, beaucoup plus qu'il n'a pu te le dire et que tu t'en doutais. Maintenant, les choses sont claires. Ça me touche énormément. Merci beaucoup, Gilbert. Oh, allez. Marc Bisset qui était à la réalisation de cette émission en direct ce soir, The Fool, pendant 2 minutes, avant de consacrer la prochaine tête de RTL. 20h, 23h, soirée spéciale en hommage à Philippe Bouvard. Vincent Perrault. De toutes les émissions de radio, de télévision, vous pouvez le retourner dans tous les sens. Les grosses têtes reviennent toujours. 37 ans aux commandes de la même émission, un record absolu dans l'univers de la radio. Et lorsque j'ai fait la connaissance de Philippe Bouvard, c'était à la télévision, dans les après-midi de la 3. Vous allez écouter ma voix prépubère. Je lui posais la question pour essayer de comprendre comment il expliquait ce phénomène incroyable. Écoutez, document d'époque. Revenons un petit peu en arrière, au tout début des grosses têtes, Philippe. Est-ce que vous imaginiez les uns les autres que cette émission, au départ, allait prendre un essor et allait devenir une institution de la radio française ? J'avais même dit au directeur de RTL de l'époque qui en avait eu l'idée, une idée elle-même inspirée par une émission de l'avant-guerre qui était menée par Robert Beauvais et qui s'intitulait Les Incollables. Je lui avais dit, j'y crois pas du tout à votre histoire. Ah oui. Et pour, malgré tout, me convaincre, il avait une trouvaille, il m'avait dit, écoutez, on commence le 1er avril. Si ça marche pas, on n'en fera pas une deuxième et on dira que c'était une blague. Et ça va faire bientôt 17 ans. Ah, ce générique. Au moment du lancement du générique, tous, on se regardait les uns les autres en disant « Il va falloir qu'on soit à la hauteur encore aujourd'hui ». Et ce qui était formidable dans les grosses têtes, avec Philippe qui était notre moniteur de colonie de vacances, c'est que il arrivait aussi des intervenants, des sociétaires, qui a priori, sur le papier, n'étaient pas forcément des grosses têtes en puissance. Et il y en a un qui s'est peut-être aussi au début demandé ce qu'il faisait là. Je pense à Jacques Pradel, mais pour avoir la réponse le mieux, c'est peut-être de lui poser la question directement. Bonsoir Jacques Pradel. Oui, bonsoir Vincent. Merci d'être avec nous, cher Jacques. Alors, je vous pose la question, vous, aux grosses têtes, à l'époque où vous faisiez les émissions Perdu de vue, Témoin numéro 1, c'était pas évident, vous n'aviez pas l'image d'un rigolo, entre guillemets. Ah ben non, c'était même un contre-emploi, comme on dit au théâtre. Mais il se trouve que la première fois que j'ai rencontré vraiment physiquement Philippe Bouvard et que j'ai pu parler avec lui pendant de nombreuses heures, oui. C'était sur TF1 et ça n'était pas du tout pour les grosses têtes. C'était une émission un réveillon de premier de l'an, je pense 1980, fin 93, début 94, et la direction de TF1 avait fait une émission spéciale diffusée le 31 décembre, où ils avaient réuni par couple un certain nombre d'animateurs qui faisaient à l'époque on va dire les grandes émissions de voilà. TF1, c'est-à-dire il y avait Jean-Pierre Foucault et beaucoup d'autres. Ok, et vous étiez en couple avec Philippe Bouvard, si je puis dire, Jacques. Voilà, c'est ça. On avait fait ce couple improbable, et moi j'ai passé un après-midi parce c'était une émission qui était enregistrée. J'ai passé une émission, et vous le savez très bien, quand on tourne pour la télévision, il y a beaucoup de temps de repos, de latence, de réglage, etc. Et moi, j'étais à 20 cm de ce personnage que j'admirais comme auditeur et comme spectateur des grosses têtes de TF1. Mais
voilà, que je ne connaissais pas. Et comment donc pour briser un peu la glace, comme on se retrouvait pendant de très très longues minutes, pendant que les gens faisaient des réglages de lumière autour de nous et de micros, je dis à Philippe, vous savez, je suis particulièrement content de vous rencontrer en tant que homme de radio aussi, parce que pour moi, les grosses têtes, c'est vraiment un incontournable de la radio. Et vous êtes l'un des derniers animateurs que je n'avais jamais rencontré. Il me manque encore Jacques Martin. Okay. Et donc, il avait botté en touche. Il avait été préoccupé plutôt par le tournage que par ce que je pouvais lui dire. Et donc, on fait cette émission. Elle est diffusée. Et quelques semaines plus tard, l'équipe de Philippe Bouvard d'RTL me passe un petit coup de téléphone en me disant « Monsieur Bouvard aimerait que vous veniez, il veut vous inviter aux grosses têtes ». Et là, je dis, écoutez, est-ce que je peux lui parler avant évidemment, ça me flatte, mais je suis pas sûr d'être l'homme de la situation, puisque moi, avec Perdu de vue, on parlait souvent de fugues de mineurs, des familles dans l'embarras. Avec Témoin numéro 1, on parlait d'affaires criminelles quand même assez graves. Et on me passe Philippe Bouvard au téléphone, et je lui dis, écoutez Philippe, je suis très, très honoré par votre invitation, mais vraiment, les grosses têtes, en tant qu'auditeur, ça va très vite, et voilà, je suis pas un rigolo de service, quoi. Et il me dit à ce moment-là cette phrase à laquelle j'ai souvent repensé par la suite. Il m'a dit, écoutez, Jacques, dites-vous que le public, qui est le public avec un P majuscule, se souviendra surtout que vous ne vous prenez pas au sérieux, si vous venez. Et oui. Voilà. Et donc, je lui ai fait confiance et j'ai dit OK. Donc, on enregistrait, vous savez, les émissions par deux à RTL. Et le jour où j'arrive pour l'émission où j'étais convoqué, l'invité d'honneur, c'était Jacques Martin. Ah. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure qu'il n'oubliait rien. Non, vraiment. Oui. Et bon, inutile de vous dire que dans ces deux premiers enregistrements, j'ai pas ouvert la bouche. Ça n'ai rien dit. Ce qui ne vous a pas empêché de revenir quand même très très souvent. Et d'ailleurs, Jacques, je me souviens très bien de cette dernière émission des grosses têtes au mois de juin 2014. Nous étions assis quasiment l'un à côté de l'autre. Oui, et je crois que nous étions presque aussi émus l'un que l'autre, au bord des larmes. Enfin, moi, j'ai pas pu cacher les miennes. Elles sont sorties toutes seules. Mais, et là, nous avons quand même aussi découvert un Philippe absolument extraordinaire, de dignité. C'est aussi la première fois que on a vu, on a entendu une petite faille dans le personnage qui était surtout un personnage d'autodérision, de rire, de sketch, etc., qui a été vraiment très ému parce que il savait que ce n'était pas un au revoir et que c'était un adieu. Oui, je crois qu'il a prononcé ces mots et on a tous été pris évidemment, et vous et moi en particulier, par cette phrase-là. Voilà. Mais il a formidablement évidemment présenté cette dernière émission. Et en fait, moi, ce qui me reste, c'est de lui, c'est parce que il avait la réputation, et pas que la réputation, c'était une réalité, d'avoir parfois la dent très dure, d'être un peu beaucoup misogyne. Enfin bon, bref, tout le monde avait un peu peur de Philippe. Et moi, il agissait. Alors, on a une certaine différence d'âge, évidemment. Il avait 20 ans de plus que moi,
mais il s'est toujours comporté par rapport à moi un peu comme un grand frère, un frère aîné, plutôt bienveillant, plutôt protecteur. Et puis j'ai découvert aussi, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions sur TF1 aux grosses têtes télé, avant de faire régulièrement d'être sociétaire, comme c'est ça. J'ai découvert, on tournait à Bobino, vous savez. Oui, je me souviens. Oui. C'était rue de la Gaîté, c'était pas mal. Oui, ça partait bien. Pour enregistrer les grosses têtes. Et là, évidemment, il y avait le spectacle, on va dire, à 20h30, 21h. Mais avant, il y avait les répétitions. Et il distribuait les rôles puisqu'il tenait beaucoup à ce que tous nous fassions des sketchs. Ben, vous vous en souvenez? Oh oui, on a fait des choses invraisemblables. Voilà. Moi, le plus beau tour qui m'est joué, il y avait Francis Perrin, il y avait à l'époque, c'était une parodie de Tintin. Donc Francis Perrin était Tintin, Sim était Milou. Oh là là. Le capitaine Haddock, c'était évidemment Pierre Bellemare. Et quand il distribue, en arrivant l'après-midi pour le tournage, on découvrait les choses. Et je lui dis, mais Philippe, qu'est-ce que je peux faire parce que voilà. Et il me dit, Jacques, vous serez très très bien en Castafiore. Voilà. Ça pour un rôle de composition, c'est un rôle de composition. Hein. Voilà, et c'est un souvenir qui reste permanent. Voilà, il m'a offert également des très grandes émotions. Je suis pas acteur, je suis pas comédien de métier, mais il avait une rigueur. Vraiment, il dirigeait, il réalisait. Ah oui, comme un réalisateur de cinéma, c'est vrai. Cette partie de l'émission. C'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir confié ces quelques souvenirs d'intimité avec Philippe Bouvard. Merci, cher Jacques, et à très bientôt. Merci, bonne émission et j'écoute la suite. Alors, j'espère bien parce que vous savez que parmi les sociétaires, ça n'était pas toujours facile d'être femme au milieu de toute l'équipe des piliers des grosses têtes. Alors évidemment, il y en a quelques-unes que Philippe adorait, Amanda Lear, Isabelle Mergo, mais il y en a une qui, à mon avis, emportait encore un peu plus son adhésion. Vous allez la retrouver avec nous en direct aussitôt après ceci. Vincent Perrault, jusqu'à 23h, RTL rend hommage à Philippe Bouvard. Et parmi ces grosses têtes au féminin, ces sociétaires si je puis dire, il y avait évidemment celle qu'il appelait sa princesse, Macha Merrill. Bonsoir Macha. Bonsoir Vincent. Merci d'être avec nous Macha. Nous sommes tous des enfants de Philippe. C'est extraordinaire. Moi, il y a des gens qui ne me connaissent que par les grosses têtes. Quelquefois, il y a des gens qui ont vu aucun de mes films, qui ont lu aucun de mes livres, mais qui se souviennent de ma voix aux grosses têtes. Et vous savez, il y a une chose rigolote, c'est que ce qui m'a protégée avec lui, c'est mon sang bleu, parce qu'il était assez conservateur quand même. Hein. Oui. Et donc le fait d'avoir une aristo dans sa compagnie, et en ça plus, lui plaisait. russe, c'est pour ça qu'il m'appelait sa princesse. Mais oui. Il se foutait de ma gueule, mais en même temps, ça lui plaisait. Et il y avait une deuxième chose qui l'amusait beaucoup, c'est que j'étais une aristo de gauche. Alors ça veut dire qu'on pouvait me rentrer dedans facilement, et que la seule chose qui l'amusait, c'était évidemment... Mais c'est pour la raison peut-être pour laquelle, finalement, j'y suis allée avec autant d'opiniâtreté. Il y avait des gens qui me disaient, mais pourquoi tu vas à cette émission? C'est macho, c'est vulgaire, qu'est-ce qu'ils disent comme cochonnerie? Eh ben, moi, je disais justement, c'est là qu'il faut que j'aille. Parce que c'est là qu'il faut qu'on défende, nous, les femmes, qu'on est non seulement capables de réfléchir, mais qu'on est aussi drôles. Et si tu réfléchis bien, Vincent, il a créé l'humour féminin, tout en nous débinant, en disant que les femmes sont inférieures, etc. Parce que ça, c'était quand même le credo, hein. C'était quand même ça la base. Il faut le dire, oui. Hein, mais regarde, Muriel Robin, Mimi Mati,
Isabelle Mergo, finalement, il a mis au monde cette nouvelle génération de femmes qui étaient des femmes très drôles, et avec le petit théâtre aussi. Mais il les invitait aussi aux grosses têtes. C'était aussi un acte politique. C'est-à-dire qu'ils se disaient, bon, on va voir comment elles se défendent, là, les cocottes. Oui, c'est ça. Et finalement, moi, avec Amanda, très souvent, je disais ça, je disais, tu sais, il faut justement qu'on tienne tête. Alors, les plaisanteries sexuelles, d'abord, à part que ça me fait beaucoup rire, moi je riais de tout mon cœur. Et je t'ai entendu, Macha, dire quelques histoires qui n'étaient pas piquées des vers aussi, parfois. Hein. Mais c'était ça le but, c'était ça l'objectif. Lui dire, attendez, vous croyez que vous êtes des champions de sexe, vous n'avez-vous que des visions héréditaires, parce qu'il y a une tradition en France, hein, dans l'esprit français, la gauloiserie, tout ça, ça fait partie. Il y a des polémistes qui existent depuis le 19e siècle. Bien sûr. Et lui, il aimait bien ça. Hein, c'était dans ce sens, il était un peu passéiste. Hein. Alors tout d'un coup, que nous, si on avait envie d'exister, il fallait absolument qu'on leur dame le pion. Alors j'ai raconté que des choses vraies. Mais ils ne me croyaient pas. Hein. Ils pensaient que j'exagérais, que tout ce que je racontais était impossible, et que les femmes, elles ont qu'à... tais-toi et couche-toi. Voilà, c'était ça. Oui. Moi, je me souviens d'histoires de bagatelles dans le train. L'histoire, c'est resté très célèbre, Macha, ça, hein, l'amour dans le train. Alors, l'idée, c'était non pas d'abord de faire rire. Parce que ce qui a été la grande trouvaille de Philippe, c'est d'allier la culture au rire. C'est-à-dire que c'était pas idiot ce qu'on racontait. D'abord, ça répondait aussi à un désir d'honorer la France, l'esprit français. Il parlait un français impeccable, hein, Philippe. Hein, évidemment. Avec un imparfait du subjonctif. Nous en parlerons avec Olivier Barraud tout à l'heure. Oui. Ah oui. Et donc il avait une espèce d'éthique. Moi j'ai beaucoup regretté qu'on ne le prenne pas à l'Académie. Il avait dépassé l'âge. Tu sais, il y a hélas, des règles stupides. Après 70 ans, on ne peut plus postuler. Parce que je trouve qu'il aurait trouvé sa place. Lui, il était vraiment un descendant de Jules Renard, de Jean Rostand, même de Victor Hugo, de Flaubert. C'était ça la langue française. Il adorait le spectacle que je fais en ce moment sur Georges Sand, parce qu'il aimait beaucoup Georges Sand, justement, pour sa langue. Et ça, nous, on essayait quand même, tout en disant des cochonneries, on essayait de le dire en bon français. Et ça marchait. Mais bien sûr, et Jean-Yann parlait un très bon français aussi. Kersozon, n'en parlons pas. Et avec des vocables qu'il inventait quelquefois. Tout ça, c'était ça aussi, le jeu. C'était la grande trouvaille de Philippe, ça a été ça. Alors, on dit qu'il avait la dent dure. C'est pas ça. Il nous mettait sur la corde. Parce qu'il savait qu'il fallait, pour rire, il faut que ce soit piquant. Il faut que ce soit des choses qui touchent les gens. On peut pas faire rire juste... Il y avait des professionnels du rire, hein, au milieu de nous. Ah bah il y avait, les types comme Sim, ou Francis Perrin, par exemple. Mais Francis n'était pas un professionnel du rire. Il était un comédien qui avait fait des comédies, mais et justement, qu'est-ce qu'on a pu rire? D'abord, on y allait pour rigoler, hein, parce que les souvenirs quand même que Philippe était un homme d'affaires avisé, on était payé avec un ancien quand même. Hein, oui, t'avais remarqué. Macha, nous parlions de comédiens, nous parlions de Francis. Alors, c'est bien gentil de parler de quelqu'un qui n'est pas là, mais c'est peut-être encore mieux si on lui laisse la possibilité de répondre et de corroborer. Bonsoir, Francis Perrin. Bonsoir. Est-ce qu'il... Vincent et Macha. Salut mon Francis, comment ça va? Alors, ça va bien. Est-ce que tu as écouté tout ça, Francis? J'ai écouté tout ça. Et effectivement, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que Philippe avait une culture extraordinaire. Et j'ai un souvenir qui était merveilleux quand il était venu pour mes 30 ans de théâtre. J'avais donné un extrait des Fourberies de Scapin avec Sim dans Géronte. Et là, il a tout de suite dit, après, vous allez me le faire à la télé, dans les grosses têtes, en direct. Donc, on a fait avec Sim, on a joué la scène du sac des Fourberies de Scapin, avec Sim en direct à la télé, dans les grosses têtes, quoi. Donc, c'était extraordinaire d'avoir amené Molière aussi. Voilà, parce qu'il adorait ça. Il adorait ça. L'art comique français, la comédie française, dans le sens le plus noble, c'était quelque chose qui, quand on pense, tu sais,
que c'était un petit enfant juif du sentier. Il est devenu plus français que les Français, plus, comment dire, rigoureux que la plupart des hommes de lettres français. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Moi, il a fait son coming out très tardivement. Moi, je le savais, mais peu de gens le savaient. Oui. Et finalement, il aurait voulu être Pierre Lazareff, lui. Il aurait voulu être un patron de presse. En fait, il est devenu presque Pierre Lazareff. Bien sûr, hein, oui, patron de journal, évidemment. Oui, Francis, une chose quand même, mais il t'a fait faire, toi, des choses hallucinantes. Et il y a quand même un sketch qui reste célèbre encore aujourd'hui. Et il y a un grand débat qui dit, mais Francis, dans le sketch où il buvait vraiment ou c'était du faux alcool? Quand tu tombes à la renverse sur le plateau, c'est un truc, c'est un sketch culte, hein, ça. Ah oui, puis j'emmène Sim avec moi en plus, et puis il dit, ça, c'est ce qui s'appelle une chute, quoi. Ah oui. Alors c'était vraiment de l'alcool? Ah oui, non, c'était, oui, il était persuadé quand on a fait le sketch que c'était du jus de raisin, et j'ai tout de même bu un magnum entier de Côte de Blaye, plus une demi-bouteille. Et il paraît que tu t'es endormi dans ta voiture dans le parking après, c'est vrai? Ah oui, je me suis endormi dans ma voiture. Il m'a dit, Francis, je vous interdis de rentrer chez vous. J'habitais Versailles à ce moment-là. Il dit, non, ne vous inquiétez pas, je vais rentrer là, je vais dormir à l'hôtel à côté. J'ai été chercher ma trousse de toilette dans la voiture, et en me penchant pour prendre ma trousse, je me suis endormi, je me suis réveillé le lendemain matin, quoi. Oui. Bon, le reste du temps, je sais que c'est avec modération, mais là, il y avait eu quand même un petit peu excès, hein, faut dire. Ah bah, il y avait excès parce qu'il nous demandait ça aussi. D'ailleurs, avec Sim, il nous disait, mais vous êtes complètement fous tous les deux. Vous êtes des déjantés, complètement absolus, et c'est vrai qu'on a fait des sketchs cultes tous les deux. Ah ouais, vraiment. Mais ma sœur, le dentiste, ou... Francis, pourquoi venais-tu aux grosses têtes, en fait? Qu'est-ce qui te motivait? Qu'est-ce qui te donnait envie? C'était pas pour le cachet, Macha l'a dit. Bon, mais... Ah non, c'était pas... Non, mais je trouve que... Non, moi je venais parce que Philippe nous faisait confiance, et c'était d'ailleurs, il était pas facile, hein, quand on n'était pas en forme, hein, on se faisait engueuler, hein. Ah oui, il fallait être à la hauteur, attention, hein. Il fallait être à la hauteur, mais... Moi, je me souviens d'avoir fait des émissions avec Jean-Yann, avec Jacques Martin, avec Jean Dutour. Ça volait haut, comme on disait. Mais que de souvenirs. Je suis fière de deux choses. Oui, Macha. J'ai fait entrer deux personnes. J'ai fait entrer Jean-Yann qui me disait, oh, t'es sûr de ton truc? Et j'ai dit, écoute, tu vas voir, on va s'amuser et toi aussi tu vas t'amuser. Et le deuxième, c'est Stéphane Bern. Bern, qui se tâtait, qui disait, mais moi, que j'ai ma place. Et ben finalement, il a fait beaucoup d'années, Stéphane aussi. Hein. C'est vrai. Je me rappelle d'un sketch où il faisait un bébé, il était dans un berceau, je poussais ce berceau, c'était Stéphane. Mais il avait quand même du pif, hein, Philippe, parce qu'il a mis la main sur tous les gens qui ont fait des grandes carrières et qui ont marqué l'esprit français. Hein. Oui, puis ce qui était formidable, c'est qu'il savait mettre les gens, je dirais pas en opposition, mais justement en accord pour justement ça fasse quelque chose d'extraordinaire. Et qui est toujours un effet de surprise en plus. Absolument. Mais moi aussi, je voudrais parler de Philippe que j'ai connu comme ami, je dirais pas intime, mais qui m'avait dit, Francis, si vous avez des problèmes un jour, vous m'en parlez et je serai toujours là. Et ça, il l'a été. Il a fait des choses extraordinaires parce qu'il avait une grande pudeur. Il était d'une discrétion extraordinaire, mais il était d'une amitié très très fidèle. Et ça, je n'oublierai jamais. Il avait quand même, on peut le dire, et ce ne sont pas des mots vains, un petit côté paternel avec nous tous. Hein. C'était complètement évident. Évident. Complètement. Oui. Merci beaucoup, ma chère Macha. Merci, mon Francis, d'avoir témoigné pour cette émission hommage en direct ce soir. C'est vrai qu'on le lui doit bien. On l'aimait. Merci, Macha. Je vous embrasse. Je t'embrasse, toi aussi, Francis. À très bientôt. Moi aussi. À très bientôt. Merci. Vincent, restez avec nous par RTL, n'hésitez pas. Et puisque nous parlons aussi de musique, eh bien, les quelques chansons que vous allez entendre, ce sont des chansons que Philippe aimait, comme celle-ci. 2 petites minutes de Gilbert Bécaud et de Nathalie. 20h, 23h, soirée spéciale en hommage à Philippe Bouvard. Vincent Perrault.
Soirée hommage, soirée spéciale et bien entourée comme vous avez pu le constater. Étaient avec nous Christine Haas, Yves Bigot, Mireille Dumas, Gilbert Montagnier, Jacques Pradel, Macha Merrill, Francis Perrin. Et ça n'est pas terminé. Dans cette deuxième heure, alors je vous invite, vous auditeurs d'RTL, si vous avez un témoignage, une émotion, quelque chose autour de Philippe à nous donner en direct à l'antenne, vous appelez Julia au 3210 qui est là au standard. Et puis j'aimerais aussi vous faire découvrir quelques aspects peut-être un petit peu plus méconnus, des facettes plus privées de la personnalité de Philippe, notamment son amour pour les animaux. Saviez-vous qu'il était non seulement un fervent défenseur de la cause animale et qu'il ne ratait pas une occasion d'essayer d'aider tous ceux qui se battaient pour eux. Et parmi les invités régulières des grosses têtes, il y avait Réa Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, qui est souvent venue sur le plateau. Et à travers cette façon d'inviter Réa Hutin, c'était aussi une façon de prouver son amour pour les animaux. Je pense qu'elle va nous le confirmer. Bonsoir Réa Hutin. Bonsoir Vincent. Ah, merci d'être avec nous parce que nous nous sommes souvent croisés sur les plateaux des grosses têtes. Et je crois que le public au sens large connaissait peu cet amour de Philippe pour les animaux. Oui, c'était vraiment un grand amoureux des animaux et un soutien fidèle de la cause animale. C'est une facette en effet beaucoup plus tendre, plus méconnue de sa personnalité qui contrastait souvent avec son ton satirique à la télévision ou à la radio. Mais Philippe se fixait une limite stricte lorsqu'il s'agissait de la souffrance. Il avait cette formule en réponse à Pierre Desproges qui disait qu'on pouvait rire de tout. Il disait non, on ne peut pas rire de tout. Je ne ris pas des enfants maltraités, des grands malades et des chiens battus. Et ça, c'était vraiment Philippe. Et c'est vrai qu'il nous a toujours soutenus. C'était un grand ami de Jean-Pierre Hutin. Ils étaient des amis de toujours. Tous les deux étaient les poulains de Pierre Lazareff, le patron de presse iconique de François de la grande époque. Et ils appartenaient à cette même génération de journalistes aguerris. Avec Philippe Labro également. Et Labro aussi, effectivement. Donc Philippe, c'était le dernier qui restait des trois poulains. Et là, vraiment, ils sont tous partis. Mais il y avait vraiment une vraie complicité professionnelle entre eux et un respect mutuel qui les liait. Et leur convergence avec Jean-Pierre, elle était totale autour de la cause animale. Voilà, Jean-Pierre, créateur de 30 millions d'amis, Jean-Pierre Hutin, oui, bien sûr. Hutin, oui. Et puis alors, est-ce que vous pouvez, Réa, nous dire un petit mot sur Miel ? Ah oui, mais Miel, c'était un chien abandonné qu'il avait recueilli. Et donc, il était toujours avec lui, il l'adorait. Tout comme d'ailleurs, il y a toujours eu des animaux chez Philippe. Il y avait son Yorkshire Filou aussi. Oui. Et quand il n'était pas chez lui à Cannes, il appelait sa femme Colette 3 fois par jour pour savoir comment il va. Il a bien mangé, il a bien joué et tout. Non, mais c'était vraiment un pépère à chien. Oui. Et il disait d'ailleurs d'un chien, un chien, c'est un ami et pas encombrant. Exactement, c'est ce qu'il disait de Miel, justement. Oui, oui. Et puis il y a eu aussi Katushka, pour laquelle il avait un attachement si fort qu'il avait baptisé sa villa du sud de la France de son nom, la villa Katushka. Donc vraiment, c'est dire, c'était un des nôtres, vraiment. Et il vous a souvent aidé. D'ailleurs, puisque vous nous faites l'amitié d'être avec nous, Réa, juste en quelques mots, comment pour la cause animale s'est passé cet été 2026 ? Il va y avoir du monde dans les refuges, j'en ai peur à la rentrée là, non ? Mais oui, c'est dramatique, il y en a encore eu des milliers, les refuges sont saturés, donc si je peux vraiment faire appel à tous, c'est d'aller dans les refuges là à la rentrée et recueillir ces pauvres animaux abandonnés. Et on a eu des histoires terribles de chiens attachés à des arbres pendant 6 jours et tout. Donc la cruauté n'a pas de limite, mais il y a tellement de gens formidables qui vont dans les refuges, qui prennent les animaux les plus vieux, les plus moches, les plus esquintés, et là vraiment
il répare un peu tout le mal qui leur a été fait cet été. Oui. Vous savez, Réa, que, donc nous venons de le dire, Philippe aimait passionnément les animaux. Vous savez que Brigitte Bardot, bien sûr, s'est beaucoup engagée pour la cause animale. Alors, ils ont été fâchés pendant très longtemps. Et oui, ils ont été fâchés pendant très longtemps. Et puis, ils se sont retrouvés, ils se sont réconciliés. Et un jour, elle est venue aux grosses têtes. Non pas tellement par rapport au journaliste qui était Philippe, parce qu'elle avait des réserves un peu et surtout elle avait des souvenirs parce qu'elle avait très bonne mémoire, mais par respect pour son engagement pour la cause animale. Et je me souviens que dans une émission dans laquelle je me trouvais, à un moment donné, Philippe lui a posé cette question à Brigitte Bardot. Écoutez, Réa. J'ai une trentaine de chats, j'ai plein de poules qui ont fait des poussins, des canards, j'ai des chèvres, j'ai des tourterelles en masse et j'ai des cochons. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit cochon qu'un gros dans son lit? Écoutez, je vais vous dire, ça se compare pas tellement, mais c'est pas désagréable ni l'un ni l'autre. Vous aviez même un petit âne sur votre lit il y a des années. Vous le dites dans J'en ai eu quelques-uns, des ânes sur mon lit, mais enfin bon. C'est formidable ce qu'on vient d'entendre, Réa, non? Oui, mais j'espère que vous n'avez pas accueilli Brigitte de la même façon que moi à chaque fois. J'avais toujours, et vous en étiez, vous en faisiez part, hein, Vincent. Oui. C'était des miaulements et des aboiements de tout rond, là. Et Philippe était toujours tellement bienveillant et protecteur. Il me disait, mais vous savez, ils sont pas si méchants, vous allez voir. Et il veillait à ce qu'ils ne dérapent pas trop sur les blagues animalières, anthropomorphes et autres. Mais je vois que Brigitte ne l'a pas évité. Voilà, exactement. Merci mille fois, Réa, de nous avoir éclairé sur cet aspect peu connu de Philippe Bouvard. Et merci à Philippe, surtout pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a beaucoup aidé la fondation 30 millions d'amis que vous présidez. Merci de votre présence. Bonne soirée, Réa. À très bientôt. Soirée. Merci. Une petite page musicale avec quelques chansons qui faisaient partie de la discographie des chansons préférées de Philippe Bouvard. Et parmi ses artistes et complices, il y avait Charles Aznavour avec une... J'aimerais maintenant accueillir un auditeur d'RTL sur l'antenne. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Vincent. Merci de nous avoir appelés. De quel aspect de Philippe vouliez-vous nous parler? Une histoire, un souvenir, un témoignage? Racontez-moi. Bah écoutez, une petite histoire, parce que quand j'étais étudiant, je venais aux grosses têtes au lieu d'aller en cours à la fac. Ah, c'est du beau. Et de fil en aiguille, j'avais sympathisé avec son réalisateur Éric Laverdin. Ah oui. Ensuite avec lui. Et puis, il m'avait reconnu, on se reconnaissait. Un jour, vous étiez même présent, c'était le 7 mai 2014. J'avais été auditeur d'honneur où j'avais parlé de mon métier devant tout le monde. D'ailleurs, c'était un exercice très spectaculaire. Et je voulais simplement vous dire que lorsqu'il avait débuté Allô Bouvard, j'avais été le premier intervenant. J'ai été un intervenant récurrent. Et à chaque fois, c'était sur des sujets un peu politiques, cohabitation et autres sujets. Et j'échangeais beaucoup avec Philippe. Je venais parfois même dans les studios lorsqu'il enregistrait Allô Bouvard. Et ça me laisse des souvenirs vraiment marquants. D'ailleurs, je pensais très souvent à lui, même quand on le voyait plus beaucoup, on l'entendait guère. Et pour moi, ça a été véritablement une personne irremplaçable. Pour moi, c'est vraiment le roi de la radio. Il n'y en aura plus comme lui. Et c'est pour ça que ce soir, quand j'ai su qu'on pouvait laisser un petit témoignage, je me suis permis d'appeler le standard. Vous avez bien fait. Merci, ça nous touche beaucoup et je sens que vous l'aimiez, que ces expériences ont fait partie des grands moments de votre existence. On peut dire ça? On peut dire ça. Mais merci beaucoup, Nicolas. Merci Vincent, bonne soirée. Merci, à très bientôt. Après les animaux, en tout début de cette deuxième heure, j'aimerais que nous parlions maintenant voitures. Ah, ce n'est un secret pour personne, Philippe aimait les belles mécaniques, rutilantes, les voitures rouges notamment, entre autres, mais pas seulement. Et un jour, on n'avait pas eu l'occasion de parler souvent de voitures ensemble. Je lui dis, Philippe, il faut qu'on parle de bagnole. Il n'était pas motard, il appréciait les belles motos, il aimait les miennes, mais lui, son grand truc, c'était l'auto et je voulais en savoir plus. Et un jour, avec un ami caméraman, je suis allé chez lui à Cannes, on s'est installé au bord de sa piscine
Et je l'ai filmé, nous avons parlé pendant une vingtaine de minutes, non pas de voitures, mais de ses voitures, enfin de quelques-unes de ses voitures, parce qu'il en a acheté à peu près 200 voitures durant toute sa vie, et nous avons parlé de quelques-unes. Et puis d'abord, alors je vais vous faire écouter quelques extraits de cette conversation inédite que vous n'avez jamais entendue, et j'ai commencé par lui demander pourquoi cette envie de collectionner les voitures, Philippe. Ce qui est important dans les voitures, ce n'est pas d'en avoir, c'est de les avoir eues. Parce que les souvenirs, eux, ne payent pas de vignette ni d'assurance. Le regard qu'on porte dans une société comme la nôtre et qui est quand même sous-tendu par la jalousie et par la médisance. Bon, mais c'est en fond, c'est ce que j'espérais. J'espérais rendre jaloux. J'y arrivais parce que j'avais des voitures qui très souvent dépassaient mes moyens. Et c'est pour ça que derrière chaque modèle, il y a une arrière-pensée. Il faut bien prononcer le mot parce que il est omniprésent dans cette histoire. Une arrière-pensée de frime. On frime. Eh oui, c'était un aveu de sa part que de dire qu'il y avait aussi un petit peu un côté frime. Et alors figurez-vous qu'à la rentrée 1990, Philippe Bouvard, aux éditions Jean-Claude Lattès, avait fait paraître un livre qui s'appelait « Sans voiture et sans regret ». Alors sans, C-E-N-T, voiture, et sans, S-A-N-S, regret, où il racontait justement ses voitures préférées. Et à cette époque, dans ce livre, je suis tombé sur une photo de lui dans sa Jaguar Type E. Vous vous souvenez, cette Jaguar avec les jantes étaient avec des petits rayons. C'était une voiture d'une élégance folle et je voulais absolument qu'il me parle un peu de sa Jaguar Type E. Oui, alors c'était une histoire d'amour parce que c'était la première ou la deuxième qui arrivait en France. Ça avait été, c'était un modèle anglais redessiné par des Italiens. Elle était superbe. Et elle avait l'air d'un suppositoire pour ceux qui ne l'aimaient pas, mais pour d'autres, c'était la plus belle voiture du monde. Mais je pouvais, à l'époque, y entasser ma petite famille, c'est-à-dire ma femme et mes 2 filles, et nous partions en reportage. Et je m'arrêtais tous les soirs pendant les vacances pour téléphoner mon papier au Figaro. Et alors, naturellement, il y avait la famille, mais il n'y avait pas de bagages, parce que il y avait plus de place. Mais très bon souvenir que celle de la Jaguar E. Vous remarquez au passage que des vacances d'accord, mais à condition de faire quand même un papier tous les soirs pour le Figaro. Cela dit, la famille entière dans une Jaguar Type E, c'était pas forcément toujours confortable. Alors, autre chose, Philippe n'a jamais eu d'accident de voiture, sauf une fois. Il m'a avoué qu'il avait bien failli mourir en voiture, au volant, figurez-vous, d'une Lamborghini. Philippe m'a raconté ce qui s'était passé. Il y avait la Lamborghini qui m'a laissé un très mauvais souvenir parce que elle faisait, comme toutes les voitures surbaissées, elle faisait de l'aquaplaning. Et un jour, sur l'autoroute du Nord, je me suis retrouvé dans le sens inverse de celui où j'allais depuis Paris. J'ai réalisé que j'avais eu la vie sauve et qu'il fallait pas tenter une nouvelle fois le destin. Et au retour, j'ai vendu la Lamborghini. Eh oui, parce qu'il avait quand même fait un sacré tête-à-queue qui aurait pu très mal finir. Dernier extrait de ces documents inédits où Philippe parle d'une de ses grandes passions, les automobiles. On savait tous que Philippe avait depuis très longtemps un chauffeur, le même pendant de très nombreuses années. Et je vous avoue que ce jour-là, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie ou peut-être le besoin de vous faire conduire, d'avoir un chauffeur ? Et j'avoue que je m'attendais à tout, sauf ce qu'il m'a répondu là. Le Figaro a décidé de m'offrir ce que je souhaitais pour mon 34e anniversaire. Et comme j'étais déjà un journaliste multicarte, que je travaillais jour et nuit, et que je savais plus où donner de la tête et du stylo, j'ai demandé au patron de l'époque, qui s'appelait Pierre Brisson, qui était le tout-puissant magnat de la presse,
Je lui ai demandé un chauffeur. Il a été d'ailleurs très surpris. Et 2 jours plus tard, il m'a fait téléphoner en disant « Vous avez votre chauffeur ». Je l'ai gardé 54 ans. C'était formidable parce que je pouvais travailler jour et nuit dans cet espace roulant pour écrire sur une tablette mobile, pour écouter de la musique, pour faire une sieste abritée par des petits rideaux Vichy. Et là, j'avais déjà fait monter le premier téléphone et la première télévision. Donc, je passais ma vie dans la voiture. Elle était très solide, c'était une 604 carrossée par Heuliez sur un plan que j'avais dessiné. Dessiner sa propre voiture pour ses utilités, le téléphone, la télé, de quoi mettre une machine à écrire pour une secrétaire, enfin c'est assez étonnant quand même. Il fallait parler de voiture. D'ailleurs, je vous le disais que cet entretien avait été filmé, nous en avons posté un petit extrait sur l'Instagram d'RTL cet après-midi et sur mon Instagram Vincent Perrault officiel, mais vous pouvez dès maintenant, tout à l'heure, attendez quand même la fin de l'émission, si vous voulez voir l'intégrale de cet entretien exclusif, inédit, vous allez sur YouTube, sur la page d'RTL et en homepage directement, vous pourrez tomber sur cet entretien où Philippe parle de sa passion comme un gamin, comme un véritable gamin pour les belles mécaniques et l'automobile. Philippe Bouvard, ses goûts musicaux, ça passait par un de ses grands amis, Henri Salvador, et une de ses chansons préférées s'appelait Jardin d'hiver. Dans un instant, un auditeur d'RTL nous rejoindra en direct dans cette soirée hommage spéciale. Vincent Perrault, jusqu'à 23h, RTL rend hommage à Philippe. Standard au 3210. Alors, qui nous a appelé? C'est Lucas, je crois. Bonjour Lucas. Tout à fait, bonsoir, Vincent Perrault, oui, bonsoir à tout plutôt. le monde. Il commence à être même un petit peu tard. Merci de nous appeler. Quelle est la teneur de votre témoignage sur Philippe, Lucas? Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter ce soir? Écoutez, c'est un souvenir fabuleux. Bon, tout d'abord, j'avais écrit une lettre et cette lettre... Philippe Bouvard, c'était en 2016, c'était il y a quasiment 10 ans jour pour jour. Oui. Et il m'avait répondu par une magnifique lettre. Et il avait marqué cette phrase à l'intérieur qui va me mettre, enfin, qui est restée gravée dans ma mémoire et qui va rester jusqu'à la fin de ma vie. Il avait marqué: votre fameuse lettre a comblé le fameux fossé entre les générations. Et c'était fabuleux et il nous a invités, moi et mes parents, à la Villa Katiouchka à Cannes. Ah, il vous a invité chez lui à Cannes, dans les collines de Cannes. Vous vous souvenez de cette vue incroyable sur fabuleux. La baie de Cannes? La piscine surtout. Oui, avec le tapis persan au fond, vous vous souvenez? Tout à fait. Et en plus, il nous avait, parce que dans la lettre, il avait dit si vous voulez me voir, il avait cet humour. Si vous voulez venir me voir, appelez ma secrétaire à Paris et je vous accueillerai avec plaisir. C'est ce que j'ai fait parce que c'était mon idole. Excusez-moi, je vous interromps un instant. La secrétaire à Paris, c'était Christine, qui a passé plusieurs décennies avec lui et qui a vu beaucoup de choses et qui était un modèle de patience et qui est une femme absolument formidable, Christine. Peut-être nous écoute-t-elle. Si c'est le cas, nous l'embrassons très affectueusement. Pardon de vous avoir coupé, Lucas. Non, je vous remercie encore de me donner la chance de parler en direct sur RTL. C'est une soirée fabuleuse et très émouvante. Et hier encore, je regardais sur une cassette une émission des grosses têtes de janvier 96, car j'ai 30 ans et c'était un peu avant ma naissance et mes parents l'avaient enregistré à l'époque et vous étiez à l'intérieur, vous avez chanté avec Kevin Leclerc. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Non, franchement, c'était un souvenir. Et vous savez, juste après, il y a cette anecdote qui me revient. En 2018, vous étiez dans la salle de l'espace Miramar à Cannes. C'était le 23 juillet, c'était la veille de mon anniversaire. Et c'était la fameuse conférence des 80 ans d'Idylle. Oui. Le maire de Cannes, David Lisnard, était là d'ailleurs. Sophie Mouisset, sa secrétaire de cabinet. Oui. Et c'est moi qui avais enregistré cette fameuse réunion publique. Ah, ok. Et c'était un moment privilégié. Il avait parlé d'énormément de... Vous vous rappelez, vous étiez au premier rang d'ailleurs, je me rappelle. Oui. Et il avait parlé de très grandes figures de Cannes comme François André. Il avait parlé d'Harry Pilser, de Georges de Cuevas. Et il avait dit aussi énormément d'anecdotes personnelles. Et c'était un moment privilégié, très émouvant, et de temps en temps je me le regarde chez moi, je les réécoute aussi, parce que j'avais enregistré les images et le son,
Et c'était un moment unique et mes parents, grâce à eux, m'ont légué, enfin j'ai chez moi toutes ces cassettes vidéo en plus de celles de la première chaîne, de Paris Première. Et à Guy Montagnier, il y avait Sim, extraordinaire. Carlos, Jean-Claude Brialy, Francis Perrin, Thierry Roland, tous les camarades, bien sûr. Et puis vous avez quand même eu la chance d'être invité chez lui, dans sa villa à Cannes. Ça n'est pas donné à tout le monde. Et merci de nous l'avoir raconté. Merci beaucoup, Lucas. Merci je vous souhaite. Merci, Vincent Perrault. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée avec nous. Restez avec nous, surtout. Continuez à nous écouter. Dans quelques instants, nous allons parler de l'amour de la langue française avec un de ses plus grands spécialistes et amis de Philippe Bouvard, évidemment. Vincent Perrault, jusqu'à 23h, RTL rend hommage à Philippe Bouvard. Dans cette deuxième heure, vous l'avez constaté, nous allons encore plus dans le Philippe Bouvard intime, sa passion pour les animaux, sa passion dévorante qu'il me confiait pour les belles mécaniques, les belles automobiles, et puis la langue française, la culture, la littérature, ça c'était vraiment quelque chose de très important, le respect, l'amour de cette langue et de ceux qui l'écrivaient. Et pour en témoigner, merci beaucoup Olivier Barraud d'être avec nous, auteur, journaliste. Vous avez tellement de cordes à votre arc et vous étiez proche de Philippe et vous avez parlé de littérature avec lui. Bonsoir Olivier. Bonsoir Vincent. Et je leur dirais aussi, bien sûr, bonsoir Philippe. Eh oui, s'il pouvait nous écouter, ça serait un cadeau merveilleux. Dites-moi, quelle était la teneur de vos conversations ensemble, avant ou après les grosses têtes, quand vous veniez, Olivier ? Je suis venu quelques fois, pas aussi nombreuses que certains des sociétaires que vient de citer votre interlocuteur, votre invité. Mais oui, il m'a invité plusieurs fois à l'occasion de la publication de certains de mes livres, et un en particulier, qui était une sorte de bibliothèque idéale de la littérature du monde entier. Il y avait là-dedans la présentation d'une centaine de livres venus d'ailleurs de toute l'époque et de tous les pays, un livre illustré assez joli du point de vue de la maquette, différent de ceux que j'ai pu écrire par ailleurs, et qui lui avait tapé dans l'œil, d'où d'ailleurs l'invitation qu'il m'avait formulée de le rejoindre aux grosses têtes, parce que il m'avait expliqué que c'est un livre pour je dirais les analphabètes, ou plutôt pour les gens qui se sont formés eux-mêmes à la littérature, n'ayant pas eu les moyens de suivre des études, mais ayant entretenu une grande curiosité. Ouais. Et il me disait, c'est un livre épatant pour ceux qui sont, en quête de savoir et qui n'ont pas les bases. Alors ça m'avait beaucoup touché, ça, qu'est-ce que vous savez mieux que moi, d'où venait sociologiquement, si je puis dire, Philippe Bouvard. Absolument, nous en avons parlé, oui. Voilà, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très simple et qui, poussé par la curiosité, et pas simplement pour les livres, va devenir ce qu'il est. Et ce livre était, me disait-il, une sorte, de trousse à outils pour ceux qui voudraient vérifier que, après tout, Échille est bel et bien un tragique grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce que tout le monde ne sait pas forcément. Non, c'est certain. Non, mais on parlait aussi d'Arsène Lupin, vous voyez. Ah oui. Et il avait un goût particulier pour les auteurs d'esprit, si je puis dire. J'en citerai deux, parce que celui-là revenait souvent dans nos conversations. L'un, c'est Sacha Guitry, qui considérait non pas seulement comme un amuseur, mais comme un styliste, sur en quoi il avait complètement raison, rejoint qu'il était d'ailleurs dans cette conviction par quelqu'un d'alors encore plus réputé, si je puis dire, sur le plan littéraire et sur le plan de l'influence, qui est D'Ormesson. D'Ormesson appréciait beaucoup chez Bouvard cette espèce comme ça d'évolution à la langue française, à son illustration, à sa célébration. Alors je vous ai parlé de Sacha Guitry, je devrais citer quelqu'un d'autre qui est moins en évidence et qui, me semble-t-il, a compté énormément pour Bouvard, c'est, en tout cas, c'est ce qui me semble. Oui. C'est Eugène Labiche, auteur de vaudeville absolument irrésistible. Voilà. Et il y avait une réplique dans une pièce de Labiche qui nous enchantait, qui était un personnage qui, après avoir plaidé auprès de ses amis pour défendre je ne sais quelle cause, il dit ceci: quand j'ai vu que tout le monde était de mon avis,
j'en ai changé. C'est quand même formidable. Ah ça, oui. Ça enchantait. Oui. Et il aimait aussi beaucoup Jules Renard, grand ami. Ah bah oui. Et le fameux journal de Jules Renard, bien sûr. Le journal de Renard, son roman merveilleux qui est une apologie de l'arrivisme et qui s'appelle Les Cornifleurs, et puis peut-être encore davantage ces deux petites courtes pièces, Le plaisir de rompre en particulier, qu'il aimait particulièrement, et que d'ailleurs tout ça a marqué beaucoup son activité à l'époque du théâtre de Bouvard. Il y avait chez lui une connaissance vraiment à la fois très simple, très immédiate, mais tout de suite partageable. C'est en ça vraiment que, bon, on l'a vu avec un certain nombre de ses œuvres complètes, si je puis dire, c'était magnifique. Et puis, Vincent, vous vous souvenez sans doute de cette émission à laquelle vous n'avez pas participé. Vous êtes trop jeune, je crois, mais il avait une révérence pour la langue française, vous l'avez dit, et pour les institutions la respectant ou la mettant en valeur, à commencer par l'Académie française. Et j'ai le souvenir d'une émission, d'une de ces émissions, dans laquelle les sociétaires étaient tous des académiciens français. Vous vous souvenez de ça? Alors, je m'en souviens, mais en effet, je n'y avais pas, j'étais pas encore arrivé, mais Non, vous êtes trop jeune pour ça. Oui, mais je m'en souviens, oui. Ah oui, et il avait là convié 4 académiciens français. Dans les grosses têtes, c'est quand même pas donné à tout le monde que d'être d'abord invité. Il faut être Bouvard pour avoir cette idée, et puis cette espèce de truculence amicale, et en même temps assez savante, l'air de rien, qui fait que des gens comme Jean Dutour, comme Edgar Faure, ancien président du Conseil, comme Jean d'Ormesson, déjà cité, ou Maurice Reims, célèbre commissaire-priseur, tous ces gens étaient venus en tout cas, une série d'émissions, et y avaient pris un grand plaisir, qui n'était rien à côté de celui des auditeurs, bien entendu. C'est-à-dire que les lettres, la littérature, mais ça faisait aussi partie du bonhomme Bouvard, si je puis ainsi m'exprimer. En tout cas, je sens beaucoup d'affection à son égard en écoutant vos mots et ses souvenirs, Olivier Barraud. Il y a juste une chose que je voudrais ajouter, c'est que j'ai reçu un diplôme pour avoir participé à une ou deux de ces émissions, signé par lui, attestant que oui, bel et bien, ce jour-là, je ne sais plus quand c'était, j'avais été reçu en quelque sorte par son académie personnelle. C'est vous dire, c'est un titre de gloire que je ne suis pas prêt de partager avec quiconque. C'est à moi et à lui. Je vous comprends. Merci Olivier d'avoir témoigné sur l'amour des mots, de la culture, de la littérature de notre cher Philippe. Passion que vous partagez, évidemment. Merci à vous, Vincent. Merci. À bientôt, Olivier. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Vincent Perrault. Jusqu'à 23h. RTL rend hommage à Philippe Bouvard. Cette émission vous plaît? Abonnez-vous au podcast sur l'appli. Ma vie, une des chansons préférées parmi les goûts musicaux assez restreints, il fallait bien le dire, de Philippe Bouvard. Ce soir, RTL rend hommage à Philippe Bouvard. Avec Vincent Perrault. Alors, vous savez, quand on est en direct, parfois, il faut faire avec les moyens du bord. Philippe Chevalier, m'entendez-vous ? Oui, ça y est, mon cher Vincent. Maintenant, je vous entends. Bon, alors Philippe, comme disons les choses à nos auditeurs, nous n'arrivons pas à vous joindre directement sur le téléphone. Vous avez la bonne idée de m'appeler et c'est par le haut-parleur de mon propre téléphone que nous vous entendons contre le micro. Mais ça passe très très bien comme ça. Alors, ok. Si ça passe bien, c'est formidable. Faut dire que je suis dans une région très reculée. Ben oui, où est-ce que vous vous trouvez ce soir là, Philippe? Vous êtes où? Je suis je suis à Saint-Malo, mais un peu perdu dans la campagne. Ah d'accord. Bon, alors je tenais absolument, Philippe, à ce que vous soyez avec nous pour cet hommage à notre Philippe Bouvard, parce que vous, quand même, c'est plus de caricité. Ça a commencé non pas aux grosses têtes, mais bien avant. C'était le petit théâtre pour vous avec Régis. Alors oui, le petit théâtre a existé après les grosses têtes, puisque les grosses têtes, je crois que c'est 76. Et le petit théâtre, c'est 82. Mais moi, c'est vrai que j'ai commencé à rencontrer Philippe Bouvard, pour son théâtre, le théâtre de Bouvard. Alors, c'était une rencontre, une rencontre choc pour nous tous, de Las Palais aux Inconnus, en passant par Mimi Mati, etc. Parce que Philippe était un personnage qui incarnait l'autorité et la légitimité. Bon.
L'Autorité, parce que c'était déjà une star quand on arrivait, nous jeunes comédiens balbutiants, nous jouions dans des cafés-théâtres et on s'était passé le mot. Je me rappelle que c'est Pascal Légitimus qui nous avait parlé de l'émission qui débutait, qui commençait, où il fallait faire des improvisations. Eh oui. Et c'est là que j'ai rencontré notre ami Jean-Jacques Perroni, qui est devenu après un des piliers des grosses têtes, et qui jouait dans le même café-théâtre que nous. Il y avait Michel Bernier, etc. Bon, il y avait toute une troupe, on pourrait évidemment les nommer, mais on était quand même assez nombreux. Et alors pourquoi c'était un choc? Parce qu'on rencontrait ce monsieur à l'autorité incontestable et incontestée, qui choisissait et qui jugeait en maître. Mais il jugeait en maître nos sketchs. Il nous demandait au début d'improviser. Il s'est rendu compte très vite que l'improvisation pure et dure, ça faisait quand même pas mal de déchets. Et donc on préparait les sketchs un petit peu. On faisait l'audition le matin. Il prenait ou non le sketch et on enregistrait l'après-midi. Donc ça restait très acrobatique. Mais on avait quand même préparé. Et alors comment il choisissait les sketchs? Tout simplement en fonction de son propre diapason, qui était son rire à lui. Il considérait que comme il était le représentant parfait, le modèle parfait du français moyen, son jugement correspondait au jugement. Et oui, si ça marchait sur lui, ça marcherait sur le public alors. Exactement. Oui. Et puis il y a quand même cette dimension, Philippe, ce flair dont nous parlait Macha Merrill tout à l'heure, et cette faculté de mettre sur orbite, de créer un début de carrière à des jeunes qui venaient un petit peu de nulle part. Ça a été vrai pour beaucoup d'entre vous, ça. Exactement, mais oui, c'est là son talent, et je dirais sa volonté. Il y a malgré tout, là, ça peut surprendre certains. Moi, je parle pour lui de philanthropie. C'est quelqu'un qui, malgré sa dureté apparente, malgré ses flèches pointues, acérées, qu'est-ce que c'est qu'une flèche qui serait pas pointue, il y avait la volonté quand même de plaire au plus grand nombre, c'est-à-dire au public. Et pour plaire au plus grand nombre, il avait besoin de gens qui aient une particularité, un caractère, un truc en plus. Et ce truc en plus, il le trouvait chez ceux qui voulaient bien lui montrer leur talent, lui faire part de leur talent. Et à ce moment-là, il prenait. Il y avait toujours chez lui quand même de l'indulgence, en ce sens qu'il n'a jamais exclu personne. Chez lui, c'était pas un radio-crochet. Il n'y avait pas un jury composé de bonnes gens qui disaient « Ah non, vous, c'est terminé, faites autre chose ». C'était une troupe, une vraie troupe, en fait. Oui, et puis surtout, il essaie toujours... Si un sketch ne lui plaisait pas le lundi, on pouvait revenir le mardi. Et oui, c'est ça. Etc. Un garçon comme Lim, par exemple, qui est ce grand garçon dégingandé qui était extraordinaire, Lim, il a passé 13 sketchs. Las Palais et moi, on est passé devant lui 7 ou 8 fois. Et c'est le 8e sketch qu'il a dit, allez, banco. Donc il fallait pas se décourager. Et plus on était persévérant, plus il nous en savait gré. Et puis parfois ça nous récompensait. Alors il y avait des malheureux qui se désespéraient avant et qui partaient avant. Il y en avait qui effectivement, c'était trop laborieux. Alors d'eux-mêmes ils disaient, mais moi je l'ai jamais vu dire un nom définitif à qui que ce soit. Ah oui. Et puis alors tout naturellement, vous vous êtes retrouvé aux grosses têtes d'RTL, Philippe. Alors tout naturellement, alors quelques années après, d'ailleurs il nous avait fait faire au moment du théâtre de Bouvard quelques émissions des grosses têtes. Il y avait notamment Isabelle de Botton, Michel Laguerry, je sais plus, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, il a repris ces grosses têtes sans les quelques individus du théâtre de Bouvard. Et au début à la fin des années 90, il est venu me voir, il m'a dit « il y a quelqu'un que j'aimerais bien prendre aux grosses têtes, mon cher Philippe, est-ce que vous croyez que ça lui plairait ?» C'est Jean-Jacques Perroni. J'ai dit « Mais évidemment, Perroni serait ravi. » Donc il a pris Jean-Jacques Perroni. Et des années après, Perroni m'a dit Bouvard n'ose pas te demander de venir aux grosses têtes parce qu'il veut pas séparer le duo, parce qu'il savait que Régis ça lui plaisait pas à la radio. Ah oui. Et donc Perroni, j'ai dit à Philippe, mais si, moi ça me plaît beaucoup, etc. Et donc je suis arrivé dans les années 2000, je crois. Et oui, et c'est là que nous avons fait connaissance, mon bon Philippe. Et c'est là, mon cher Vincent, que nous nous sommes rencontrés comme voisins de table entre Thierry Roland, Jean Amadou, Amanda Lear, Carlos, et des grosses têtes stars, et dont toi tu faisais déjà partie depuis longtemps. Voilà, quelle équipe incroyable quand même. On peut dire ce qu'on veut, il régnait une ambiance absolument insensée sur ce plateau.
C'est-à-dire que le meneur de jeu qu'il était, le passeur de plat, comme disait quelqu'un l'autre jour, et c'est pas faux, mais il faut pas que ce soit réducteur, parce que c'est un passeur de plat qui était en même temps un maître. C'était lui qui menait le jeu, c'était lui qui donnait les règles du jeu, etc. Et alors il y avait évidemment des gens absolument géniaux, comme Jacques Martin, Jean-Yann, Sim, Léon Zitrone. Zitrone, évidemment, des personnalités incontournables. Et faire partie de cette troupe. Alors moi j'étais au paradis. En même temps, j'étais très traqueur, très timide, parce que c'est pas facile d'avoir de la repartie. Il faut trouver sa place, hein, c'était pas évident, c'est vrai. Non, et comme disait Bouvard, un jour il m'a dit, Boubou, Philippe m'a dit, mon cher Philippe, faites comme Balutin, parler haut et fort, même si ça n'a aucun intérêt. Je l'embrasse au passage. Voilà. Et alors, non, mais on apprenait beaucoup de choses. C'était un homme merveilleux. Et quel talent. Je voyais tout à l'heure là une archive où il est. Il y a 2 journalistes très connus, je veux pas dire leur nom, qui lui volent dans les plumes d'une manière bête, idiote, mais il les mouche, il les ravale, oui. avec 3 traits d'humour. Il fallait faire très attention au retour de Boomerang, hein, un petit peu avec lui, c'est vrai. Mais quel esprit, c'était un homme spirituel, un homme cultivé, et puis qui aimait le public, qui aimait les gens. Et il était loin, d'ailleurs il le disait, je suis libre et éloigné et étranger à toute coterie. Et c'est vrai, c'était pas un individu qui obéissait à telle ou telle pression, tel machin. C'était un individu libre et qui donnait aux gens à qui il donnait la parole la possibilité d'être libre, justement. La liberté. On apprenait ça avec lui. Et nous en avons profité de cette liberté en plus. Hein. On en a profité, mon cher Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à toi, Philippe. Vincent, et j'embrasse tous les auditeurs et tous ceux qui sont à côté de toi, mon cher Vincent. Et je te remercie de m'avoir donné la parole pour honorer notre grand Philippe. Merci. Merci à toi, Philippe. À très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir, Vincent. Et dans un instant, un dernier invité surprise pour conclure cette émission, un autre pilier des grosses têtes. Restez avec nous jusqu'au bout dans cette soirée hommage à Philippe Bouvard. Vincent Perrault, jusqu'à 23h. RTL rend hommage à Philippe Bouvard. Et puis, dans ces moments inoubliables, irrésistibles, nombreux, si nombreux qu'on ne peut évidemment pas tous s'en souvenir, il y a des visages, et puis tout d'un coup, on se souvient d'une situation, et on se dit, tu te rappelles? Et ça, quand on se voit, souvent c'est, tu te rappelles de ça? Et, n'est-ce pas, Éric Logérias? Bonsoir, Éric. Bonsoir, Vincent. Alors, je voulais que nous concluions ensemble cette soirée hommage à Philippe, parce que je me souviens toujours quand Philippe te disait « Bon, mon cher Éric, vous allez me le faire avec l'accent chinois, puis avec Mais tes imitations d'accents étrangers faisaient rire Philippe comme personne. Oui, oui. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, avec Philippe. Alors, raconte. À l'époque où j'ai rencontré Philippe, il n'était plus chez RTL, puisque la station avait décidé tout à coup de rajeunir l'antenne et avait pensé que Philippe était trop âgé pour ça. Donc il est parti quelques mois, et pendant ces quelques mois, moi qui travaillais avec Carl Zéro au Vrai Journal, nous avions eu l'idée avec Carl d'une émission qui s'appelait Abracadabrantesque et qui était une espèce d'adaptation française des News of the World, les nouvelles du monde, c'est-à-dire des nouvelles totalement absurdes. Johnny Hallyday s'est installé à la Tour Eiffel dans son salon. Alors il y avait des reportages, et ça, l'absurde faisait beaucoup rire Philippe. Et donc on a eu l'idée, Carl a appelé Philippe et lui a dit, est-ce que ça vous amuserait pour TF1 de présenter cette émission? Philippe étant sans attache pour le moment, puisqu'il était un peu chez Europe 1 où Laurent Ruquier l'avait recueilli, et il était un peu libre, il a dit, mais bien sûr, je trouve l'émission complètement folle, je ne suis pas sûr, avait-il dit, et là on reconnaît ce flair incroyable de Philippe, que les Français soient aussi amusés que ça par l'absurde, mais il dit en tout cas, nous, ça nous amuse, alors faisons-le. Donc on a fait cette émission, tentons-le, on a fait cette émission, et dans cette émission, moi j'interprétais à la fois un général russe, un cuisinier italien totalement fou, je faisais un reportage dans la rue, en me faisant passer pour je sais plus qui, et on s'est retrouvé sur le plateau, moi comme chroniqueur et voilà comme personnage et lui comme présentateur, et on a beaucoup ri. Et puis quelques mois après, 2-3 mois après, il m'a appelé et il m'a dit voilà, je reviens sur RTL et j'embarque quelques jeunes et je voudrais que vous en fassiez partie.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Mais c'est grâce au général russe, au cuisinier italien et autres personnages que Philippe m'avait remarqué et m'a embarqué. Mais surtout, Éric, tu t'es trouvé comme un poisson dans l'eau immédiatement. Je sais pas. J'entendais Philippe Chevalier dire que ça nous rend très timides quand même, parce que nous qui avons autour de la soixantaine, largement, plus ou moins largement, on a été baignés, absolument, on a été baignés par les grosses têtes. C'est ce qu'écoutaient nos grands-parents, c'est ce qu'écoutaient les amis de nos parents. Et donc on écoutait avec des oreilles pleines d'étoiles les Zitrone, les Martin, les Yann, les quand on se trouvait pour la première fois face à eux, on n'emmenait pas large. Hein. Et voilà. Et tout à coup, on se retrouve à la même table. Eh oui. Et là, merde. Et là, il faut être drôle. Et en fait, Philippe avait ce génie, vraiment, d'aimer le talent des autres. Et ça, je crois qu'on le dit pas assez, c'est un immense talent. D'avoir à la fois cet orgueil fou qui était le sien, parce qu'on connaît bien notre Philippe. Bien sûr. Il avait un orgueil incroyable, et c'est ce qui a fait aussi qu'il a été l'homme qu'il a été, et que le petit juif de Coulommiers, converti au catholicisme la veille de son mariage, et commençant comme coursier au Figaro, est devenu le patron de presse, le journaliste incontournable, le journaliste qui faisait trembler les chanteuses et les acteurs quand on devait passer chez lui. Mais ce qu'il avait d'incroyable, c'est ce talent d'aimer le talent des autres et d'être un client, comme on dit. Voilà. Et ça mettait en confiance quand même, parce qu'on savait qu'on n'était pas là pour rien, et que s'il nous avait distingués parmi d'autres, c'est parce qu'il imaginait, qu'il pensait que notre place était là. C'était déjà en soi une espèce d'engouement. Une consécration déjà. Une consécration. Et puis ensuite, il fallait être à la hauteur. Voilà. Après, j'ai vu des gens passer et ne pas revenir. On en a tous beaucoup. On en a vu passer beaucoup, oui. Pas mal, mais le fait de rester, et puis son rire, qui n'était pas faux, qui était ce rire du français moyen qu'il aimait être et qu'il aimait dire qu'il était un français moyen, qui avait une petite réussite, disait-il. Avec beaucoup de travail, beaucoup plus que beaucoup d'autres qui disaient ça, mais avec une espèce de à la fois de fierté et en même temps de bonhomie, de dire, une façon de dire aux autres, c'est accessible ce que j'ai fait. Ce n'est pas impossible. Et donc, être au milieu de toute cette bande-là, c'est accessible, vous y êtes. Maintenant, à vous de faire votre place. Voilà. Merci mille fois, Éric, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous et pour la mémoire de Philippe. Merci d'avoir témoigné ce soir sur RTL. Beaucoup. Je t'embrasse, Éric. À très bientôt. Et avant de vous quitter, je voulais juste que vous écoutiez Philippe, à qui ce jour-là, Jordan Deluxe lui demandait ce qu'il aimerait qu'on retienne de lui après sa disparition. Je voudrais qu'on dise que j'étais pas méchant. Je voudrais qu'on dise que je suis un exemple de petite réussite sans grand bagage. Je voudrais qu'on dise que j'ai passionnément aimé mon métier et que pour moi, ce qui est plus pénible, ça n'est pas le travail, c'est de ne plus travailler. Retenez cette phrase, le plus pénible ce n'est pas le travail, c'est de ne plus travailler. C'était la même chose pour nous, pour ces 2 heures que nous vous avons concoctées avec amour et avec respect pour lui. Et encore une fois, merci Philippe pour tout le bonheur que vous nous avez donné.